Parti. Donc Patrick Coste à nouveau, nouvelle entrevue. Alors aujourd'hui ça va être sur les violences scolaires. Donc on s'est mis d'accord hier sur cette thématique. Eh bien je vous laisse commencer. Bonjour Mar, toujours un plaisir de vous retrouver dans ces échanges. Et puis bien sûr les téléspectateurs, même si je ne les rencontre qu'en les supposant derrière l'écran. Alors aujourd'hui c'est le thème de la violence qui est évidemment un sujet grave qui se pose dans la société et dans l'école. D'ailleurs si vous voulez, de telle manière à ne pas polariser sur l'école, parce que comme il y a énormément de discours qui sont des discours stigmatisants, presque haineux dans leur critique vis-à-vis de l'école, c'est toujours intéressant d'élargir parce que ça permet de comprendre que les problèmes, ils comportent des transversalités que l'école subit également. Hein. Il ne faut jamais perdre de vue. C'est pas qu'une formule. Mais l'école, elle est le reflet de la société. C'est-à-dire que si la société est différente, l'école est différente. Donc si j'élargis un petit peu le contexte, on voit dans la société se manifester des phénomènes de violence qui n'existaient pas sous cette forme-là dans des époques antérieures. Et en particulier, on voit une croissance des comportements criminels, carrément, de vandalisme, criminel et de vandalisme, de mineurs de plus en plus jeunes. Alors ça peut être lié au trafic de drogue, mais pas seulement. J'ai des souvenirs, je le disais lors de la dernière émission, ça m'a quand même frappé, c'est le cas de le dire, sur la période là, des Gilets jaunes, 2022, dans toutes ces séquences-là. J'ai vu sous mes fenêtres de mon appartement du lycée à l'époque un certain nombre de jeunes émeutiers avec des cordons de police. C'était véritablement des batailles rangées. Mais c'était mon épouse, pardon, j'espère que je choque personne, mais elle appelle ça des crevettes. C'est-à-dire qu'on sent que ce n'est pas du tout des individus matures qui rentrent dans cette sorte de combat euh, frontaux avec la police. Et c'est vrai que autant on pouvait imaginer ça avec les étudiants de 68, les rockers à une certaine époque, la transgression, on va dire, qui est une transgression classique de la jeunesse. Heureusement que les jeunes sont toujours, étant les nouveaux, dans une contestation de l'ancien. Enfin, je veux dire, c'est un état naturel des rapports entre générations. Mais il n'empêche que là, on a des phénomènes d'intensité de violence chez les jeunes qui apparaît dans la société, à tel point qu'il y a tout un débat. Alors, il y a un débat euh, qui peut émaner, celui-là, il est, on va dire, un débat durci, avec une rigidification des problèmes de sécurité dans certains partis politiques, suivez mon regard. Je ne vais pas m'attarder sur ce point de vue-là, même s'il est susceptible de prendre de l'importance dans les années à venir. Mais même dans la sphère de la justice, on voit que depuis 2021, les lois sur la minorité, sur l'excuse de minorité, sont en train d'évoluer. Ça indique bien que au sein même de la justice, du ministère, de la demande de l'opinion, il y a une volonté qu'on modifie les réponses par de la sanction, essentiellement, à cette évolution de, de- de la violence parmi les mineurs. Bon, pour mémoire, il faut quand même que les auditeurs soient informés. Si vous voulez, depuis des textes des années 45, donc après-guerre, on avait conçu le droit des mineurs avec un postulat qui était celui de l'excuse de minorité. C'est-à-dire qu'on considérait que
jusqu'à un certain âge, on n'avait pas la pleine et entière responsabilité de sa faute, et que donc, par conséquent, dans cet intervalle-là, on avait un droit à éducation qui prévalait, si vous voulez, par rapport à la dureté de la punition. Alors, C'était jusqu'à quel âge? Jusqu'à l'âge de là-dessus, 13 ans? alors les âges, c'était en dessous de 13 ans, on considérait qu'il n'était pas possible, par exemple, d'incarcérer un jeune au-dessous de 13 ans. À partir de l'âge de 13 ans, on commence à pénaliser effectivement la faute, mais avec des réductions de la sanction. Et puis ensuite, il y a une tranche dans ce parcours-là sur les 16-18 ans, où là, sur un certain nombre de crimes exceptionnels, on est susceptible aujourd'hui de les assimiler à des crimes qu'aurait commis un adulte. Voilà. Et la tendance est ces lignes à les faire évoluer puis sur euh, on est susceptible, quand on a commis un acte étant mineur, d'être placé en confrontation immédiate, hein, ce qui n'était pas le cas parce qu'avant on passait par un intermédiaire qui était un éducateur en quelque sorte dans le parcours, qui faisait des intermédiaires par rapport à celui qui était susceptible de prononcer un verdict en termes de décision. Donc on voit bien que ça bouge du côté de la justice, et je le communique ici de telle manière à se rendre compte que c'est quelque chose qui est aussi dans la société, pas simplement évidemment dans l'école. C'est pas que l'école qui génère ce phénomène-là. Dans ces violences-là, on voit aussi très souvent qu'il y a un certain nombre de ces actes qui se portent contre les institutions de l'État, les transports en commun, enfin tout ce qui représente de près ou de loin une dimension collective où il y a des formes de règles, de contraintes qui sont susceptibles de s'appliquer. Et véritablement, hein, il y a une violence adressée aux institutions qui se manifestent, hein, par des destructions, par des vandalismes, et véritablement, ça existe. Alors, on va passer maintenant dans des descriptions des manifestations de la violence dans l'école, puisque c'est notre sujet. Et là, on a évidemment en tête des violences entre les élèves et des violences également entre les élèves et les adultes. Et il faudrait même au sein de l'école faire une extension de comportements agressifs à violents de parents d'élèves vis-à-vis d'enseignants ou de représentants de de l'institution, hein, y compris des chefs d'établissement qui ont été malmenés par des actes de violence. Je l'ai été moi-même, hein. Je l'ai été moi-même. Euh, je suis passé à la limite de violence physique, mais vraiment, le vent du boulet, je l'ai senti me défriser les cheveux au passage, hein, tellement ça c'est passé près. Oui, je peux en témoigner quand même de ces violences. Par exemple, on est dans les années 2016, hein, donc il doit y avoir une dizaine d'années à peu près, et c'est une violence, et ça permet d'illustrer hein, les violences qui sont possibles. Euh, on reçoit une photo sur les réseaux où je suis habillé en personnage pratiquant le sadomasochisme avec mon adjoint, proviseur adjoint, lui-même dans cette tenue-là, sur des actes entre nous qui n'étaient pas des actes recommandables, et donc diffusés, si vous voulez, sur les réseaux. Et c'est évidemment une atteinte non seulement à l'identité de la personne, mais au-delà de ça, c'est une atteinte à l'institution elle-même à travers ma personne, hein, de par ces images-là. C'est une forme de violence que peuvent vivre évidemment, là je me donne un exemple, hein, mais que peuvent subir des enseignants. Je me souviens d'une violence, puisque là je vais être directement destructif de choses rencontrées. C'est une des situations les plus... j'en ai eu d'autres, mais c'est une des situations parmi les plus difficiles que j'ai vécues. Je ne vais pas la situer ni dans le lieu, ni nommer de telle manière
pour ne pas poser de problème d'indiscrétion légale, hein. Mais j'étais dans un établissement où j'exerçais dur, un établissement violent. Je pourrais parler, hein, d'un certain nombre de scènes, considéré comme étant un établissement qui vivait des violences. On était évidemment en zone sensible à l'époque. On n'appelait pas ça les REP, les ZEP, mais c'était une ZEP parmi les bien réputées, qui avait son image défavorable sur elle. Et là, il y a un groupe d'élèves que je connaissais bien qui ont concocté une mixture acide, de produits acides, qu'ils ont jeté sur un professeur en ouvrant la porte et qui l'ont en partie brûlé à la jambe. Là, on est dans les années 90. Si aujourd'hui il y avait un acte de cet ordre-là qui se déroulait, je pense que ça ferait la une des informations nationales et encore sur plusieurs jours, hein, ce qui n'a pas été le cas à l'époque, hein. Euh, mais je me souviens également sur le plan personnel, il y avait des bagarres, hein, avec vraiment des caïds du quartier, hein, qui étaient considérés quasiment comme on dit, d'une zone de non-droit, hein. Il y avait une barre immense de cité. Et je me souviens, les gamins, me connaissant évidemment comme étant représentant de l'autorité, se mettaient en travers de la rue, hein, marchant vers moi comme une sorte de phalange, euh, et moi nécessairement ne prenant pas la poudre d'escampette, hein, avançant donc à l'extérieur, là, hein, dans le rang. Et là, je me suis dit, garçon, là, tu vas passer un mauvais moment, quoi, hein. J'ai dû probablement être suffisamment invisible, m'invisibilité tellement dans mon passage dans ce rang qu'il ne m'est rien arrivé, mais enfin, c'était extrêmement tendu. Voilà le genre de situation où je me suis retrouvé euh, au portail, dans de véritables pugilats entre des parents, des élèves, etc., en train d'essayer de me mettre au milieu, faire un arbitrage, et au passage, il me tombait quelques baffes, hein. Donc, par conséquent, ça existe, hein, et bien d'autres situations, hein, Myriam, bien d'autres situations. Myriam, Bon, donc, cette violence, elle existe, hein. Cette violence existe. Euh, alors maintenant, il faut se demander, est-ce que cette violence, qui se manifeste évidemment davantage dans certains lieux que dans d'autres, on va essayer d'en expliquer les causes, euh, avec dans des définitions assez simples, hein. J'ai parlé dans une émission antérieure de phénomènes de désorientation, de désymbolisation de la jeunesse, qui est prise d'abord dans des phénomènes d'identification, de construction des identités au sein des familles, qui quelquefois comportent des repères qui sont largement dissolus et qui donc évidemment euh, contribuent à entretenir des corps pulsionnels plutôt que des corps qui auraient été formés à des symboliques qui permettraient de contenir la pulsion, hein. oui, parce que Donc la question on que a j'allais des phénomènes poser, comme ça. la question que j'allais poser, c'est, j'allais dire, voilà, les blousons noirs ont toujours existé, les loupards, et donc quelle est la différence entre ce qui se passait il y a C'est-à-dire 40 ans que, et aujourd'hui? comme je le disais, enfin, je veux dire, il y a dans la violence des rapports qui sont des rapports qu'on a toujours retrouvés, si vous voulez, dans le jeunesse, hein, euh, des comportements de transgression. Mais la transgression, euh, pour faire une transgression, il faut d'une certaine façon avoir une identité constituée qui s'oppose et qui est contre, hein. C'est-à-dire qu'il faut avoir une volonté d'en découdre, mais à partir d'une sorte de posture que l'on campe. Or, là, on a affaire à des violences qui ne sont pas des violences
d'identité, mais qui sont des violences qui versent dans une dimension où on a l'impression qu'il n'y a pas de finalité, où c'est la violence pour elle-même qui s'exprime. C'est du nihilisme. Donc on appelle ça une violence. C'est une violence gratuite. Et ça veut dire que par rapport à ça, il y a une sorte de tension qui se met à la place finalement de toute construction, de toute structuration de la personne. Et à ce moment-là, la violence, c'est éventuellement tout ce qui bouge, hein. C'est-à-dire que l'on va avoir un individu même que l'on ne connaît pas, et on va porter sur lui un acte qui va être un acte de violence physique absolument gratuitement. Donc pour être dans cet état-là, c'est que véritablement la relation à l'autre, toutes les formes de l'altérité vis-à-vis de l'autre, qui fait qu'il y aurait une distance entre moi et l'autre qui serait à respecter dans des rapports de réciprocité qui auraient pu être construits, ne sont pas en place. Et ce n'est que la pulsion elle-même qui est à l'œuvre. Et ça existe. Et c'est en train effectivement de, de grossir, hein, dans les comportements et de se manifester. Alors bien entendu, cette dimension de pulsion, hein, cette sorte de rage qui peut s'exprimer, elle peut se corréler à des formes d'identité et des phénomènes claniques, hein, qui vont se manifester. J'ai eu pour élève, c'est pour vous dire quand même que j'ai vu quand même des personnages euh, qui véhiculait une très grande gravité. Alors j'oublie toujours son nom, mais ce jeune qui a torturé un juif du côté du sud de, de Paris, et qui était l'ennemi public numéro un en France, que l'on a recherché, que l'on a retrouvé en Afrique. Je me suis occupé de ce jeune pendant, c'était le clan Les clans des barbares. C'est ça, hein? voilà, quelque chose Oui, d'approchant. Fofana. Mais C'est Fofana. voilà, figurez-vous que je me suis occupé, vous voyez un petit peu ma qualité d'éducateur, hein. Je me suis occupé de cette personne pendant 4 ans. Donc ça fait quand même pas partie des profils, si vous voulez, qui me sont passés dans mon propre horizon, hein. Bon, mais là je parlais de cette sorte de violence pulsionnelle qui était en train de monter et que je raccroche au fait déjà d'abord d'une dissolution des identités sur le plan familial, hein. Et il faut bien se dire qu'il y a des familles qui sont littéralement dans une sorte d'incompétence par rapport à leur fonctionnement, hein, pour X raisons. Soyons concrets, des femmes seules qui sont en banlieue, qui sont obligées d'aller travailler le matin, à 6 heures du matin, pour revenir tard, Il n'y a et personne qui à la donc maison, ils sont désertent livrés à finalement. eux-mêmes et puis les enfants font un peu ce qu'ils font. Donc, il n'y a pas véritablement de responsable qui est derrière pour dire range tes chaussettes et parle bien à ta mère, hein. Et donc, il y a des renversements de rapports qui font qu'il y a y compris des parents qui sont maltraités, hein. Et donc, quand un certain nombre de responsables, y compris politiques, disent les parents sont responsables et on va enlever les allocations familiales, je ne dis pas que ce ne soit pas la bonne formule, mais il faut faire attention où on met les pieds par rapport à ce que l'on appelle les questions de responsabilité. Ce n'est pas des questions qui se traitent à la hache, ça, hein. Il faut aller y voir un petit peu de plus près, hein. Ensuite, sur le plan de dissolution des identités familiales, à partir du moment où on est dans des repères qui se complexifient, parce que chacun suit sa ligne de désir, ce qui est un petit peu le mouvement de l'époque, hein, au niveau des expériences familiales. On peut parler de la sexualité dans les couples et les ouvertures infinies qu'il y a au possible de la sexualité de par les réseaux, etc., qui font une sorte de tentation permanente où chacun est incité à vivre son propre désir, indépendamment de la structure familiale. Et donc, inévitablement, il y a des éclatements, et ces éclatements se transforment en situation de désordre, de conflit, de vengeance, de réactivité. Et donc, il faut se dire quand même qu'il y a des personnalités à potentiel de violence qui vivent dans ces marmites-là, hein,
point de vue psychologique. Et on sait pertinemment que c'est quelque chose qui se multiplie comme terrain, hein. Donc il ne faut pas s'étonner ensuite que ça se retrouve dans des comportements qui ne sont pas contenus. Vous savez, il y a Camus qui a une très belle formule, qui dit un homme, ça s'empêche. Parce que il vous est arrivé, Omar, d'avoir envie d'assassiner quelqu'un. Ne me dites pas non parce que je dirais que c'est pas vrai. Presque tous les jours. D'accord? Voilà. Voilà. Donc, si vous voulez, ça, je veux dire, c'est la vie normale des bêtes, Mais on hein, le que fait nous pas, sommes. effectivement. On a un surmoi, on s'empêche. Voilà. Dans les termes psychologiques, on appelle ça un surmoi. Mais quoi qu'il en soit, si vous voulez, on a un certain nombre de repères qui fait qu'on sait très bien qu'il y a un dépassement de la limite qu'on ne peut pas s'autoriser. Bon. Euh, de toute façon, ne s'empêcher de la pulsion, c'est toujours un terme Et d'ailleurs, en on ne s'y soi autorise pas, ne serait-ce que où par peur du gendarme. C'est-à-dire qu'il y a, alors, c'est-à-dire il peut y avoir, c'est-à-dire que si, on y reviendra. Hmm. On y reviendra évidemment. Il peut y avoir l'éthique qui est la limite quand il S'il n'y doit a pas être d'éthique, il honnête. y a au moins le gendarme. Et donc, si sur le plan sociétal, il n'y a pas la moralité ou l'éthique qui prononce finalement un interdit de non-dépassement de la situation, eh bien effectivement, il y a ce qu'on appelle les forces de l'ordre qui remettent au carré la relation qui n'est pas respectée. Bon, ça c'est basique en fait, ce sont des définitions tout à fait élémentaires. Bien, et donc famille, euh, d'une part, qui peut être au niveau des identités en situation difficile, mais aussi des familles carrément qui sont dans une sorte d'incompétence éducative, ça existe. Et puis, il y a des milieux. Je suis ici à Toulouse, vous ne grandissez pas de la même manière quand vous grandissez au Mirail, dans certains endroits, qui est réputé comme étant un quartier dur où il y a un certain nombre de trafics. Et puis, si vous grandissez, si vous voulez, en centre-ville, du côté de la place du Capitole. Et je pourrais. Et euh, puis même moi je pense aussi aux quartiers, c'est-à-dire les quartiers HLM, les grandes tours. La voilà. concentration de population dans une grande tour fait que les jeunes se mettent à vivre en bas de la tour. Et ils se mettent à Alors, vivre en clan, en groupe. alors là, il y a un phénomène qui va être difficile à entendre par un certain nombre de spectateurs, hein, surtout qui sont marqués politiquement, qui sont allés jusqu'à dire que vous allez voir, on va faire passer le Karcher hein, dans certaines situations. Où on va les mettre, on va les exclure, on va les mettre dans des sortes presque d'enfermement des jeunes. Enfin, il y a vraiment des discours politiques qui sont en train de tourner, qui sont de cet ordre-là, et de plus en plus, hein. Mais si vous voulez, ces jeunes, si on fait, on est du côté de l'explication et pas de la justification, hein. Euh, Marquons bien les différences. Mais je veux dire, dans un procès, il y a un réquisitoire et il y a une défense, hein, et il faut entendre les deux parties. Bon. Donc là, je viendrai sur le réquisitoire, ne vous inquiétez pas. Mais sur le plan de l'explication, eh bien, il faut se dire qu'il y a des zones où on a quand même ghettoisé un certain nombre de personnes sur le plan social, voire sur le plan des races. Donc, qu'on a ghettoisé par toute une organisation, toute une cartographie de la division du riche et du pauvre dans la société qui Oui, date même d'ailleurs dans le choix des logements sociaux, c'est-à-dire en par ethnie, etc. C'est-à-dire que le choix de la répartition. Je crois que au départ, c'était pour éviter des problèmes par commodité, mais finalement, le point de départ des cités, hein, qui date de l'époque de De Gaulle, c'est on était dans les Trente Glorieuses, on avait un tissu industriel, si vous voulez, qui était en forte croissance, on avait besoin de main-d'œuvre. Donc, on a fait venir des avions et des avions pleins, de telle manière à faire immigrer de la main-d'œuvre. Le point de départ, il est là. Et comme il n'y avait pas de logement, si vous voulez, on a fait ce qu'on appelle des cités. Et ça, c'est les premières périphéries citées, si vous voulez, qui se sont développées des années 60 et qui, évidemment, ensuite, sont venus un mode de répartition des populations dans les villes. Donc, il faut se maintenant essayer de sortir de sa bien-pensance, là,
d'individus qui a eu une éducation, entre les guillemets, normale et construite, et d'essayer, il faut toujours essayer de se déplacer pour essayer de comprendre. Bon. Et là, on a affaire à des jeunes qui sont placés dans ces quartiers, et ils savent quelque part, dans les positions où ils sont, dans le rapport à l'école tel qu'ils la fréquentent, collège unique ou pas au collège unique, que ils sont pas invités à être dans un parcours qui va être un parcours de réussite qui va leur permettre de participer à la consommation équivalente à ceux qui en profitent le plus. Ils vont être, dans une certaine mesure, ils vont être dans une situation où ils vont être, pour une part, sans part, des sans parts au gâteau de la consommation globale. D'où l'importance d'ailleurs d'aller traficoter sur des marques pour essayer de se procurer le maximum de consommation, en passant, en essayant de bricoler à la limite de la légalité, ça devient évidemment un mode de vie. Et là-dessus, si vous venez brancher qu'ils servent de mule pour des trafics de drogue, ben, vous avez un écosystème d'une sorte de réactivité qui est construite par des entre-soi de gens qui ne sont pas dans l'inclusion du système global. Et là, ça poserait peut-être la question de est-ce que nous avons réussi l'inclusion de toutes les strates de la population dans le système français? Et si nous n'avons pas réussi, est-ce que la dernière recette qu'on doit avoir vis-à-vis de ces gens-là, c'est de se raidir et qu'ils viennent se frotter à la matraque des forces de l'ordre, hein? Je le dis évidemment de façon métaphorique. C'est la solution, celle-là, la plus évidente, la plus simple, mais peut-être la plus idiote, hein, par rapport à ces problématiques-là. Bon. Mais il faut quand même se dire que vous avez des foyers de formation de la violence. Identité familiale, famille décomposée, pas décomposée parce que des fois ça marche très très bien, mais qui sont dissolues, comportent une incompétence sur le plan éducatif, et puis des milieux, évidemment, qui contribuent à des terrains qui sont des terrains de violence, manifestement. Je vais vous redonner une image, on va revenir au terrain. J'ai traversé ça pendant 6 ou 7 ans, ça remonte à loin, hein, dans mon parcours. Pour vous dire que quand même, c'est pas nouveau, quoi, hein, c'est pas d'aujourd'hui, hein. Ça s'est accentué, c'est pas nouveau, hein. Je me souviens, ça le témoignage, d'être dans un établissement difficile, celui que j'indiquais tout à l'heure, et vous sortiez de votre domicile, vous circuliez dans la cour, et au bout de 15 secondes, vous saviez que la journée allait se passer avec un nombre considérable de bagarres. C'est-à-dire qu'il y avait dans l'air une sorte d'électricité dans la manière dont les gens se regardaient dans les rapports, enfin les adolescents, hein, entre eux. Il y avait une distribution des groupes dans la cour de création tout à fait typique, c'est-à-dire qu'ils se mettaient comme en grappe, 7 ou 8 d'un côté, 7 ou 8 de l'autre, et répartis comme ça dans la cour. Mais là, vous pouviez vous dire qu'il suffisait qu'il y en ait un qui regarde de travers un autre, il passait au sol et il se prenait une flopée de coups de pied partout. J'ai ramassé des gamins, évidemment, en sang, moi, hein, dans ces situations, hein. Bon. Donc, voilà en quelque sorte l'état des lieux des violences, de, euh, d'un certain nombre d'explications des causes, et y compris, je le souligne quand même, cette dimension où il y a une évolution de la part de la pulsion par rapport au symbolique, qui tient à des modes de vie dans lesquels nous sommes, où plutôt que l'interdit, on va être dans des sortes de consommation immédiate
qui fait que on ne construit pas sa personne autrement que toujours dans une sorte d'accession et de dépense par rapport à ce que l'on veut. Et ça, évidemment, ce mouvement-là, que j'ai appelé ailleurs de jouir, fait que il est en quelque sorte contraire à la structuration d'un certain nombre de limites et de respect. Alors, maintenant, je voudrais, au sein de l'école, d'abord, une fois qu'on a présenté ces dimensions-là, il faut revenir, y compris même plus en amont que, on va dire, des questions de société, qui sont plutôt les causes que je viens d'expliquer. Une autre des causes de la violence, ce sont des violences qui sont des violences de type archaïque, qui ne sont plus simplement de la société. Vous avez à l'origine de la formation de toute identité, je vais prendre ce concept-là, et je pourrais en prendre d'autres, une sorte de rivalité permanente de la comparaison. C'est ce que un intellectuel, René Girard, appelait la rivalité mimétique. Ça signifie, là aussi on va être un peu descriptif, vous êtes au bac à sable, petit enfant, à 2 ans et demi, et le copain qui est à côté, qui parle à peine, il a un jouet que vous n'avez pas. Ben, figurez-vous que même si ce jouet que vous n'avez pas ne vous intéresse pas, parce que c'est le copain qui l'a, vous le voulez. Ouais. C'est ça la rivalité mimétique, hein, c'est-à-dire qu'on veut toujours ce que l'autre a. Et donc, inévitablement, ça, c'est quelque chose qui, dans les relations entre les enfants, euh, une véritable conflictualité. Les enfants sont cruels pour faire leur place, pour obtenir ce qu'ils veulent. Ils sont quelque part, on dit même quelquefois qu'ils sont tyranniques, les uns par rapport aux autres. Hein. Parce qu'ils n'ont pas les formations symboliques, de toute façon, qui ont été construites par rapport à la réciprocité. Et ils sont donc aussi dans cet archaïsme de la rivalité mimétique. Hein. Donc j'ai abordé des causes, si vous voulez, sur le plan de la société, mais vous avez aussi des causes qui sont de la violence, qui sont des causes constitutives même de la relation à l'autre. Ça se retrouve, y compris, on va pas développer, hein, c'est suffisant, mais ça se retrouve dans la psychanalyse, expliqué avec le stade du miroir, enfin, peu importe. Alors, maintenant, on va donner une autre extension de l'explication de la violence, qui est d'ailleurs est largement débattue, surtout en ce moment, c'est le phénomène des réseaux numériques, qui a largement contribué, a fait passer un cran dans les comportements de violence au niveau de l'enfance et de l'adolescence indéniable. Et sur la thématique de l'harcèlement, que nous verrons, c'est évidemment un moyen qui a largement accentué le phénomène qui a toujours existé. Le harcèlement a toujours existé, sauf de par ces moyens-là, de la relation à l'autre par l'outil, sont venus s'accroître. Qu'est-ce qui se passe avec les réseaux? Essayons là aussi de comprendre, d'être un petit peu descriptif. C'est très curieux, si vous voulez, quand vous êtes sur les réseaux, parce que avec les réseaux, vous êtes pas avec l'autre. L'autre, il est d'une certaine façon un prétexte. Vous êtes avec vous-même en réseau. Il y a quelque chose dans la pratique du réseau qui est très égocentré. C'est d'une certaine façon, vous êtes en réseau toujours en train de faire d'une certaine manière un selfie de vous, de vous mettre en scène. Et donc, inévitablement, donc quelque chose de très polarisé sur soi, d'une part. D'autre part, et ça c'est une très grande gravité, pas simplement sur les réseaux, mais sur bien d'autres usages du numérique, avec les applications, c'est que les responsables ne sont pas là. Vous savez où ils sont les responsables? Omar. Où est-ce qu'ils Quand sont? les enfants sont sur les réseaux, Ils les sont parents où? ils sont sur les réseaux. Ouais. D'accord? Je vais vous donner encore une autre image. Vous voyez, aujourd'hui, ça aura été l'émission des images, des descriptions. J'étais avec ma petite fille hier, un amour.
et on était en train on était un jeu, vous savez, d'enfants dehors, hein, dans un parc. Il y a Toulouse plage ici. Alors il y a des sortes de coussins là en mousse, etc. Et il y avait une jeune maman, donc moi je suis côté grands-parents, hein, jeune maman, très très bien. À mon avis, quelqu'un qui avait une présentation très bien. On est resté là sur un transat pendant 1 heure et demie à laisser notre petite fille s'amuser. Et donc cette maman à côté a passé 1 heure et demie sur son téléphone. Vous voyez? Et ça devait être quelqu'un de bien. Mais c'est une pratique qui est tellement ancrée. Et si vous voulez, un enfant, normalement, quand il monte sur des gros coussins, régulièrement, d'abord il se casse la pipe ou la tête, comme vous voulez, et il vient voir maman d'abord pour s'abriter, mais aussi pour dire, regarde la pirouette que je viens de faire, comme c'est formidable. Et il a besoin de cette sorte d'attestation de reconnaissance en permanence dans les jeux qu'il est en train de faire. Mais si vous avez les enfants qui d'un côté sont sur leur écran et que les parents sont sur leur écran, ben vous avez une société de fermeture finalement, de clôture de la relation effective et qui, à ce moment-là, euh, développe une situation où il y a carrément des pertes d'empathie. Vous perdez le sens du rapport à l'autre, carrément. C'est finalement des parcours de solitude qui se... Et puis au-delà de ça, à partir du moment où vous êtes en réseau et que vous êtes sur le réseau branché au réseau de l'école, la rivalité mimétique, par exemple, dont je parlais tout à l'heure, elle est sans frein. C'est-à-dire que vous êtes susceptible de développer des dominations et donc des rapports aliénants par rapport à d'autres à travers euh, le déploiement des expressions que vous avez sur le réseau, sans être exposé directement à la relation à l'autre. Et donc, évidemment, ça déchaîne littéralement la libération de l'expression des émotions. Et donc, à partir du moment où ça fait des phénomènes de groupe, où il y a des pelotes qui se rassemblent dans le collectif, au niveau de réseau, ben vous avez littéralement des jeunes qui sont traumatisés, qui peuvent être traumatisés à vie. Hein. Derrière, il y a des suicides. Le nombre de jeunes harcelés, on peut parler du harcèlement là, hein, pour le coup, si vous voulez, qui est un phénomène de violence, ça représente une moyenne entre 3 et 4%. Alors, avec des chiffres différents, si vous voulez, du premier degré au collège et au lycée. Hein, Alors, mais on va faire juste une pause, alors, excusez-moi, et puis on va reprendre. d'accord. Bon, ça va jusque-là? C'est parti. Bon, donc voilà pour, si vous voulez, la situation du harcèlement. Et évidemment, moi, j'ai pas abordé ce versant-là, et on y reviendra. Hein. Il y a à chaque fois qu'il y a des violences, il y a évidemment des victimes. Ensuite, il y a également des violences qui sont des violences beaucoup plus diffuses. Alors ça va peut-être surprendre certains que j'aborde ça euh, dans le chapitre des violences. Mais si vous voulez, dans une classe, vous pouvez avoir, et c'est très répandu, dans une classe, si vous voulez, vous pouvez avoir des comportements qui sont des comportements qui ne respectent pas la situation de classe. Et pour le dire dans la forme la plus basse hein, de cette manifestation, une des plaies vécues dans l'école, les gens ne le savent pas assez, figurez-vous, c'est le bavardage. Ah bah, alors Si justement on par rapport à devait... ça, c'est parce que si vous voulez, alors je permets un peu de rebondir, c'est-à-dire que très souvent, quand les enseignants se plaignent du bavardage à des personnes qui n'enseignent pas, la réponse c'est votre travail, c'est comme ça. Alors, pour répondre à ces gens-là, hein,
que quand ils pensent que c'est leur travail, ils ont qu'à y venir, ils sortiraient de là en tutu, comme je le dis souvent. Hein. Mais ils pensent Donc, sincèrement que ça fait partie du voilà. travail, hein. C'est-à-dire que Mais réellement, oui, non, mais parce que si vous voulez, quand il y a des voleurs, c'est la faute aux gendarmes, et quand il y a des élèves qui ne travaillent pas, c'est la faute aux enseignants. Hein. C'est-à-dire que, évidemment, si vous voulez, le chemin le plus court de la compréhension, c'est d'accuser la corporation qui est professionnelle de la faute de la situation. Hein. Sauf que toutes les causes que je viens d'expliquer là, hein, qui est une dégradation des structures symboliques, ni plus ni moins, qui induisent à la violence, font qu'on est dans des conditions où il faut tenir le rapport de force par rapport à cette violence et cette indiscipline. Et que donc on peut se trouver dans des conditions objectives de réalité qui font qu'on n'a pas la force et les moyens de contenir et de tenir l'indiscipline. Hein. C'est pour ça que de temps en temps, il faudrait que ces gens-là ils viennent y passer ne serait-ce qu'un quart d'heure dans une classe de rep, hein, quand ça commence à bouger, et puis on leur dit, eh, je vais me mettre au fond de la classe, c'est vous qui allez jouer la partie. Je leur souhaite bien du plaisir à ce moment-là. Donc on peut toujours blablater hein, sur ces questions-là. Hein. Mais après, si on ne comprend pas les agencements et les complexités des situations et qu'on fasse du simplisme, c'est leur affaire. Mais j'aurais envie de dire que moi, du point de vue du sens et des explications, ça ne me concerne même pas, cette façon de penser. Hein. Voilà. Il faut être sérieux par rapport à ces sujets-là. Et quoi qu'il en soit, si vous voulez, je parle de l'indiscipline, pourquoi? L'indiscipline de petite intensité. Hein. Mais parce que c'est un non-respect du travail. Et que le non-respect du travail, c'est une violence. C'est une violence vis-à-vis de l'autorité du professeur, mais c'est une violence vis-à-vis des conditions de la transmission, vis-à-vis des autres élèves. Il y a des chiffres hein, par rapport à ça. Hein. Dans certains secteurs, mais même sans aller en REP et en ZEP, hein, on considère que en quatrième et troisième, on a pratiquement perdu une année de scolarité dans son parcours sur le motif de ce genre d'indiscipline, de par le temps qui a été consacré pour corriger cette indiscipline. Et dernièrement, je suis allé, j'ai été témoin, je fais des observations dans le premier degré, hein, je suis à la retraite, bien entendu. J'ai été dans le premier degré, puisque j'ai fait l'école normale d'instituteur à l'origine, et c'est un sujet majeur que les professeurs de lycée, les professeurs de collège n'oublient pas ça. Beaucoup se joue dans le premier degré. J'aurais presque envie de dire prioritairement. Ça se joue dans le premier degré. Je vais jusque-là. Hein. J'ai été prof de lycée, hein, principal de collège. Enfin, bon. Donc, si vous voulez, pour le coup, je suis une sorte de témoin de toute la trajectoire, depuis la maternelle, sans compter des interventions que j'ai faites à l'université. Donc, j'ai tout vu dans le parcours des élèves. Et j'y ai une expérience. Et donc, je dis, de par mon témoignage, ça n'engage que moi, mais que le premier degré est sans doute ce qui est le plus important dans la chaîne scolaire. C'est, en parenthèse, c'est une digression là, sur le thème de la violence, que l'on m'en excuse, mais la moyenne d'un élève dans les pays de l'OCDE, c'est 12 000 euros, d'accord, pour s'en occuper. En France, c'est 9 000 euros. Hein, et c'est le maillon faible en termes d'investissement par rapport aux élèves. Tout ça, évidemment, sont des choix politiques. Il ne faut pas s'étonner à l'arrivée que nous ayons le système scolaire que nous avons. Pardon, je ferme la parenthèse. C'est-à-dire, je crois que quand vous m'avez donné l'exemple là de celui qui expliquait qu'il fallait prendre en charge les gosses indisciplinés, ça m'a mis un petit peu en colère. Et donc, je suis sur mon élan. Donc, je ferme la parenthèse. Euh, donc, il y a aussi une indiscipline, on va dire, de basse intensité, qui est aussi une forme de violence dans le système scolaire. Et il ne faut pas la négliger. Alors, maintenant, et puis également, c'est aussi un des aspects, on l'a vu sur des actes extrêmement graves, puis j'en ai cité tout à l'heure, il y a aussi des violences vis-à-vis des adultes, il y a même des violences de parents d'élèves vis-à-vis des adultes des établissements scolaires, et je dois dire qu'à cet égard, le ministre actuel, Édouard Geoffrey, avec lequel je suis à peu près en désaccord sur 9 décisions sur 10 qu'il est en train de prendre, on pourrait presque en faire un sujet à part entière,
Mais là, il y a une décision, il y a une décision là, qui vient d'être prise à son initiative, euh, sur avec laquelle je suis d'accord. Dans le sujet là, il y a un certain nombre de parents, moi j'en ai connu, hein, il a fallu certaines fois que je m'enferme dans mon bureau pour me protéger. D'accord? J'en ai des souvenirs aigus de ces scènes-là, avec des gens qui tapaient à la porte, hein. Là, quand il y a des parents qui sont porteurs d'une telle violence, qui quelque part induisent que leur propre enfant vit dans une impunité par rapport à l'école, puisqu'il est soutenu par ses parents. Et j'aurais envie de dire même que les parents se comportant mal, c'est presque pour lui euh, une continuité à assurer que de faire ce que font ses parents par rapport à l'école. Donc de toute façon, ça crée les conditions d'une injonction paradoxale entre l'autorité, l'intervention des parents et l'école, qui fait que le rapport est intenable. Et là, le ministre a décidé que quand vraiment il y avait des passages de la limite, comme je le disais tout à l'heure, d'un certain nombre de parents, bien sûr, il faut que ce soit caractérisé, il faut que ce soit sur des preuves, hein, que ce ne soit pas simplement des décisions de subjectivité ou d'humeur, mais il sera possible dans le droit scolaire d'écarter un enfant sur une autre école sur le motif que les parents se sont mal comportés. Et là, on en est à un point où effectivement, par souci de protéger les adultes des établissements scolaires et de protéger les professeurs, qui est vraiment de ma part un sacerdoce, celui de la protection des professeurs, et je vais y venir, je suis assez d'accord avec cette décision. Alors ça implique bien sûr de distinguer au nom du droit à l'éducation la mise à l'écart du parent et la façon dont on accompagne l'élève en le déplaçant sur une autre école, mais je me souviens de témoignages, hein, de situations d'une classe et d'une école qui étaient carrément en situation chaotique sur le motif qu'il y avait des parents de cette trempe-là qui intervenaient sur l'école. C'est du réel, ça. Ça existe, hein, véritablement. Et comme nous sommes dans le dossier là, des violences, il convient d'en faire aussi, d'en faire état. Alors, maintenant qu'on a fait un peu le tableau général, hein, tableau général des causes, causes de société, causes archaïques de la rivalité mimétique, causes qui sont liées à des phénomènes de communauté et d'appartenance territoriale, phénomènes qui sont liés à des outils qui viennent amplifier le phénomène. Euh, on a, maintenant qu'on a fait le tableau également du harcèlement qui fait, qui est un sujet très observé en ce moment parce il y a des morts, il faut passer sur le versant de qu'est-ce qu'on fait? Le tableau est présenté. Maintenant, la question est qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est la question qu'on pose toujours, qu'on pose en général au début et à la fin. Alors, il y aurait plusieurs chemins pour s'y prendre, hein. Mais si vous voulez, ceux qui sont quand même en première ligne dans cette histoire, et on va peut-être commencer par eux, hein, ce sont les enseignants qui sont susceptibles de ne pas pouvoir enseigner. Ah, vous avez dit qu'ils étaient en première ligne. On est donc en guerre. Ils sont en première ligne. Hmm. Par rapport à la violence, au phénomène de violence, ils sont en première ligne. Un chef d'établissement, un CPE, qui souvent doivent euh, piloter les questions de discipline dans un établissement scolaire, sont d'une certaine façon plus protégés et à l'abri que les enseignants. Pourquoi? Parce qu'en classe, on fait plusieurs choses en même temps. On enseigne et on fait de la discipline. Et on a traité une question individuelle sur un élève qui se porte mal et on a un groupe à gérer. Et que donc, par conséquent, il y a une situation où on est envahi par le phénomène de la classe. La grande différence quand vous êtes CPE et chef d'établissement, et il se trouve que j'ai été et prof et CPE et chef d'établissement, par conséquent, je peux quand même en parler,
Eh bien, la grande différence, si vous voulez, c'est que très souvent, vous traitez la question en individuel, même après une bagarre. C'est quand vous traitez une bagarre, quand vous êtes CPE, j'ai fait ça 2 fois par jour, hein, pendant plusieurs années. Ça a été un travail. Bon, comment ça se passe là? Ben, vous êtes derrière votre bureau, vous avez par exemple les deux individus qui se sont bagarrés. Si la tension est gigantesque, vous les séparez, parce que vous avez l'espace pour. Et puis ensuite, vous créez des conditions de dialogue entre les deux. Si vous voulez, moi j'avais une technique. Alors moi j'avais des techniques. Et je pourrais presque les écrire, hein. Je pourrais presque faire euh, une sorte de dissertation des techniques qui étaient les miennes pour traiter. Ça doit vous intéresser, ça, Omar, parce que quand vous avez fait de la gestion de classe, vous êtes- J'étais surveillant aussi, hein, je me souviens des bagarres. alors si vous voulez, moi j'avais une technique, parce que quand vous avez, vous voyez, on va être descriptif aujourd'hui, hein. Vous avez une bagarre. Qui de la poule ou de l'œuf a commencé dans la bagarre? Ah, généralement, c'est toujours l'autre qui a commencé. Alors eux, de toute façon, ils sont jamais, ça commence toujours comme ça, c'est toujours l'autre qui m'a traité, il a traité ma mère, donc c'est lui qui a commencé, c'était normal que je sois le justicier de cette situation. Bon. Mais peu importe, avant d'en arriver là, ce qu'il faut bien se dire, c'est que même quand il y a eu un agresseur et un agressé, à partir du moment où l'agressé devient agresseur, en se battant, lui-même devient responsable d'un certain nombre de violences. Donc, quand vous avez une situation de violence, c'est toujours une situation qui est une véritable de pelote de responsabilité, emmêlée. Sans compter qu'au moment de la bagarre, il y a aussi des comportements, si vous voulez, préalables, qui ont amené à la situation de la bagarre. Donc moi j'avais une technique, j'en ai une, mais j'en avais plusieurs, hein, mais je vais vous raconter celle-là. Je leur disais, écoutez, on est au cinéma, et on va passer ce qui vient d'arriver, image après image. On va faire un travail d'analyse, geste après geste. Et donc à partir de là, on était susceptible de regarder dans chaque fragment quelle avait été l'intention dans le comportement. Et à partir du moment où vous avez extrait l'intention, la responsabilité de l'intention, vous êtes en mesure de distinguer et de serrer les dimensions de responsabilité dans un problème conflictuel. Pour en parler, hein, ça pourrait intéresser les auditeurs hein, d'ailleurs, parce que c'est quand on rentre au cœur de ce... Et c'est un travail, vous voyez, j'ai été prof, hein. Souvent les enseignants, ils pensent que la noblesse du métier, c'est la transmission, c'est d'être prof. Je l'ai été, j'étais prof de philo, donc j'étais quand même sur une discipline en plus considérée comme étant une discipline noble hein, dans l'enseignement. Bon. Je parlais comme une de guerre à l'époque, personne ne comprenait ce que je disais. Bon. Donc j'ai beaucoup travaillé la philosophie. Ça n'était qu'un pastiche, hein. Mais quoi qu'il en soit, si vous voulez, ce travail que je faisais, de mise en place comme ça de repères hein, dans la relation, dans les coefficients d'utilité que j'ai ressentis dans mon parcours, je considère que ça fait partie d'un travail les plus importants qu'il m'ait été donné de faire. Et particulièrement en secteur difficile. Parce que si le bon bourgeois, il vit à peu près en paix en centre-ville, hein, c'est parce qu'il y avait des gens comme nous qui étaient sur le terrain qui faisaient ce travail. Les hussards noirs de la République, hein, ils existent toujours. Sauf qu'ils ne portent pas une blouse grise dans la campagne. Ils sont dans d'autres types d'engagement par rapport à ce travail de l'éducation et de transmission. Mais s'ils ne sont pas là, je peux vous dire que ça se passe pas bien dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, mais ils font un travail gigantesque dont les gens qui portent des jugements ne prennent absolument pas la mesure. Donc, si je comprends bien, vous voulez dire que dans les REP+, le travail d'éducation est encore plus important que le Bien travail de sûr, transmission.
Bien sûr, je suis formel. C'est-à-dire que heureusement que ces gens sont là et font ce travail. Donc quand vous travaillez en prépa, pardon, hein, j'espère que je vexe personne, mais si vous voulez que vous faites un cours sur Louise Labbé au XVIe siècle sur la virgule et le tréma, hein, parce que c'était des poésies chantées, que donc par conséquent, bon, etc., etc., et que vous établissez des comparaisons des ordres d'importance, ça veut dire, rien dire d'ailleurs, ce sont des rapports incommensurables, mais ce dont je peux vous dire, c'est que moi j'ai fait des cours, y compris jusqu'à un certain niveau, sur Deleuze, sur Heidegger, etc. Et je n'ai absolument pas de considération inférieure, de condescendance par rapport à ce travail où j'étais en train de démêler une bagarre. Bon. Hein, on est sur le sujet de la violence. Hein. Bah, c'est vrai que ceux qui ont cette... donc je vois, je vois à qui vous faites allusion, donc ceux qui pensent qu'il suffit de venir et transmettre le savoir noble et que les élèves... Et que, alors ceux-là pensent que justement, le problème c'est que le savoir n'a pas été transmis, que s'il avait été fait, les élèves seraient moins difficiles, etc. Ouais. Et qu'on réglerait tous les problèmes. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une C'est-à-dire qu'on n'a sorte pas de... assez- on veut plus remplir les têtes des élèves, et c'est pour ça qu'ils se sont ensauvagés. Voilà. Ces gens-là ont une ligne Maginot dans la tête entre l'éducation et l'instruction. Comme chacun sait, la ligne Maginot, ça n'a pas trop marché. Hein. Mais eux, ils l'ont dans leur tête et ils répartissent le territoire de cette façon-là. Hein. Euh, et ayant passé, pour ma part, à la frontière plusieurs fois dans les deux sens, j'ai évidemment une perception différente de ça. Et je ne cloisonne pas les ordres d'importance. Hein, c'est ce que je suis en train de dire. Voilà. Mais enfin, ensuite, vous voyez que derrière la violence, déjà, de par la description que j'ai à faire, il y a un travail effectivement possible à faire. Et de par des expériences que j'ai eues, je citais tout à l'heure que j'avais été dans un établissement violent, il y a effectivement du travail d'équipe et d'encadrement et de positionnement des adultes qui est susceptible de largement euh, pacifier les rapports. Alors, ceci dit, pour faire ce travail, il y va d'un certain nombre de professionnalités qui doivent s'exercer. Et malheureusement, j'entends des témoignages sur des fonctionnements, y compris dans des établissements difficiles. Là, je vais être méchant, hein, mais je suis effaré des gens qu'ils ont nommés au pilotage de ces établissements, dans des comptes rendus que l'on fait. Je suis pas fou, hein. J'ai formé des personnels de direction pendant 20 ans, donc je vois à peu près qui est quoi. Hein. Alors il y a des gens formidables, hein, évidemment, très très bien. J'entends des comptes rendus. Or, quand on fait de l'affectation sur ces établissements, ça relève de professionnalités qui doivent être très claires. Hein. Et donc, par conséquent, il ne faut pas y mettre n'importe qui là, dans des entreprises. Parce que c'est difficile à gérer. Alors, on m'attend sur les sanctions. Je connais un de vos auditeurs là qui m'envoie toujours des critiques acerbes. Donc, il doit piaffer depuis un moment de mon manque d'autoritarisme par rapport à ma façon de parler. Non, bien sûr, il y a une dimension de sanction à avoir. Alors, les sanctions d'abord, les punitions, quand on est dans un établissement scolaire, c'est pas la sanction justement du rapport de force où on va écraser par un rapport de domination l'autre pour le remettre à sa place. Il faut toujours la sanction qu'elle ait une finalité dont on espère qu'elle va être éducative. Et donc, pour que cette sanction soit éducative, il faut l'entourer d'un certain nombre de principes. Parce que si la sanction n'est pas éprouvée comme étant juste, et si elle n'est pas reconnue, c'est une sanction qui reste extérieure à celui qui l'a subie. Or, et ça c'est compliqué, je vais essayer conceptuellement de l'approfondir. Bon, tout le monde a lu L'étranger de Camus, moi j'espère.
où il y a une condamnation à mort. Or, Meursault, dans L'étranger de Camus, comme son nom l'indique, il a une sorte de sensation d'étrangeté par rapport à ce qui lui est en train d'arriver. D'accord? Eh bien, dans une sanction qui est administrée, toujours, il y a quelque chose qui n'est pas complètement assimilé par celui qui subit la sanction, parce que c'est un langage du tiers, c'est-à-dire de la société, qui s'adresse à un singulier. Et donc, inévitablement, il y a dans la connexion qui peut se faire entre les deux langages, toujours une dimension de sentiment que ça me tombe dessus, ça aurait pu ne pas arriver, et ça comporte donc une certaine étrangeté. Donc, par conséquent, pour que la punition fasse société, justement, qu'elle fasse langage commun, engage lui-même appuyé sur un certain nombre de principes. Premier principe, si vous voulez, c'est la proportionnalité. Si vous bavardez, on ne doit pas vous condamner à mort. D'accord? Si maintenant vous avez un acte qui est un acte physique euh, sur une autre personne, une atteinte à la... Ce n'est pas la même proportion que le bavardage. Et on pourrait faire quasiment une sorte de casuistique des proportions. Et d'ailleurs, quand il y a une casuistique des proportions, et que quelque part il y a un travail qui est fait dans l'établissement, les élèves, ils ont des indicateurs des proportions. Ça devient un langage, la proportionnalité. Ensuite, vous avez un principe d'individualisation. Pour le dire très simplement, vous êtes récidiviste ou c'est le premier acte. Et donc, il y a, on va dire, un parcours qui situe la faute par rapport à la trajectoire de l'individu. Type d'individualisation. Vous n'allez pas sanctionner quelqu'un qui est en classe de quatrième, qui a jamais bougé un cheveu, de la même façon de quelqu'un qui fait les 400 coups tous les 2 jours. Ça va pas être le même, même si la faute est la même. Ça va pas être la même décision. Alors, pour revenir à mon histoire de cinéma tout à l'heure, qui vient démêler les responsabilités, vous voyez, dans une situation, euh, précisément, ça permet véritablement de faire une analytique de la proportion, de l'acte qui a été le mien et de son intention. Et ça, à partir du moment où c'est passé à la loupe comme ça, dans les situations, et que c'est discuté dans un dialogue, c'est ce que l'on appelle un travail de prise de conscience de son acte. Son acte, s'il est dans la pulsion et dans le physique, et qu'il n'est pas réfléchi, ça reste un axe, un acte sur lequel on fait un bras de fer de sanction sans véritablement y avoir mis du langage derrière. D'accord? Et après, on peut aller plus loin. C'est-à-dire que sur ce langage-là, dans cet acte-là, on peut demander, mais comment ton père ou ta mère regarderait cette intention que tu as eue à ce moment-là? Donc, on élargit finalement le sujet sur les représentants de l'autorité qui entourent l'enfant. Et puis aussi, il y a la possibilité, et ça c'est très important, ça fait partie d'un des versants de la technique, c'est de parler de la victime. Parler de la victime, c'est de comprendre qu'il y a de la vulnérabilité et de la douleur. Et que cette vulnérabilité de la douleur, tout individu l'a vécue à d'autres moments. Et que donc par conséquent, si on est capable de réfléchir que dans le temps, l'un peut être l'équivalent de l'autre, alors qu'on a été responsable de le mettre dans une situation de douleur, on a ouvert le champ de la réciprocité. La justice, elle se fonde dans l'expérience de l'injustice. C'est-à-dire qu'il faut l'avoir et subie et la faire subir. Mais pour véritablement être au lieu de la justice, il faut que les deux moments aient été pensés. C'est-à-dire qu'il y ait une construction dialectique. D'accord? Bon.
Alors ça veut dire ça, que on est dans une situation où en fait une punition véritablement n'a de sens que si elle est articulée à un récit collectif. D'où toute l'importance de l'éducation qui peut se faire autour des actes de violence. Je vais revenir sur des parties conceptuelles, mais comme je ne veux pas achever les chevaux au niveau des spectateurs, Mais alors, juste je pour revenir vais... sur sur l'importance de l'éducation, alors, et beaucoup d'enseignants pensent qu'ils vont venir transmettre les savoirs. Oui, non, mais là, si vous voulez, bon, là aussi, ce sont des pratiques. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous voulez, bon, d'abord, il y a des cloisonnements éducation-instruction. De toute façon, dans le monde dans lequel on est, vous êtes en premier degré, hein, puisque les profs de collège, les profs de lycée, eux, ils peuvent encore, si vous voulez, poser ce genre de distinction. Mais vous faites de la gestion de classe en premier degré, vous les avez 23-24 heures avec vous, vous faites autant d'éducation que de transmission. Et puis dans l'état actuel également, si vous voulez, il fut une époque qui est par exemple celle de la Troisième République. Le maître d'école était tellement l'équivalent du curé qu'il avait quelque chose de sacralisé du point de vue de l'autorité. Donc on disait à l'enfant, de toute façon, si le maître te gronde, tu vas revenir à la maison et tu vas avoir la tête qui va te tourner sur les deux épaules. Et donc, il y avait un transfert finalement de la dimension de l'autorité qui se situait d'emblée en haut, qui fait que effectivement, l'enseignant, le hussard de la République à l'époque, en avait 45 devant soi et on entendait les mouches voler. Parce que les conditions, si vous voulez, de rapport d'autorité étaient construites de telle manière que c'était plus du tout les mêmes rapports. Vous en mettez 45 maintenant dans une classe, le professeur des écoles, il fait un burn-out au bout de 15 jours, hein. Tout vu. Parce que c'est pas du tout le même public. Et pas du tout les mêmes rapports de construction. Donc là, à ce moment-là, vous aviez le clivage éducation-instruction. Mais là, aujourd'hui, on se retrouve dans des situations où, comme je l'ai dit dans les autres missions, il y a crise d'autorité et que quelque part, les parents, pour une part, sont dépassés sur eux-mêmes sur cette question de l'autorité. Et il y a véritablement un déplacement de la demande d'éducation sur l'école. Et un enseignant aujourd'hui, même y compris par rapport à l'organisation de son cours, de sa séance, s'il ne contient pas le, les pulsions et les disciplines sous-jacentes qui est susceptible de pointer tout le long d'un cours, y compris dans la façon dont il pose le savoir et dont il le construit, il est dans des stratégies éducatives. Donc c'est de toute façon pas quelque chose qu'on peut séparer de façon spéculative, ça. Surtout aujourd'hui. Si, en classe prépa, là, il n'y a pas de sujet, il y a pas de sujet. Ou quand vous êtes en université, que de toute façon, quand vous en avez un qui n'a pas envie de venir, il ne vient pas. Donc à partir de là, ça élimine les problèmes de discipline. Mais à partir du moment où les publics sont captifs et qui bougent un peu, en lycée jusqu'en seconde, vous avez, ça bouge, hein. Après, il y a il y a des effets de maturité où c'est plus contenu, sauf en lycée industriel. En fait, je ne peux pas aborder tous les sujets. Alors, avant de revenir sur des questions conceptuelles et encore plus profondes que tout ce que je viens de formuler, je terminerai par cette pensée-là. Là, j'ai parlé de casuistique, d'individualisation, de proportion, et puis vous avez la façon dont les sanctions peuvent être appliquées. Alors, première donnée, hein, euh, si par exemple un enseignant fait un rapport, sur des questions d'indiscipline, un établissement est robuste du point de vue de l'autorité que s'il y a un suivi de par la direction ou la vie scolaire du rapport qui a été fait par l'enseignant. On ne laisse jamais traîner un rapport. Et il doit y avoir une réactivité expresse par rapport à ce type de communication. C'est comme ça aussi que ça tient, hein. Je vous disais que dans certains établissements,
on arrivait à pacifier les rapports. Mais là, c'est un travail collectif, où il faut quelque part qu'il y ait des rites, des fonctionnements. Quand il y a un problème qui a été posé et exprimé par un adulte, il doit toujours y avoir une réponse. Là, je suis dans le systématisme. Sinon, ça ne marche pas. Et alors là, vous avez quantité de considérations, parce que vous avez certains CPE qui considèrent effectivement que c'est le boulot du prof, à certains moments, qui n'a pas été fait, ou inversement. Donc quand vous avez ce genre de renvoi de la balle, de la responsabilité d'un corps par rapport aux autres, vous êtes foutu. Et si vous avez une direction qui fait le mort entre les rapports corporatifs qu'il peut y avoir entre les uns et les autres, et qui n'a pas pour poser des cadres qui sont des cadres très clairs par rapport aux rites qu'il faut tenir dans ces situations-là, vous ne pouvez pas gérer un établissement difficile. Oui, en vrai, plus, en fait, la situation est tellement tendue que s'il n'y a pas de justice et il n'y a pas d'organisation, on ne tient pas, c'est pas possible. Pas possible. Je ne peux pas aborder tous les sujets, hein, parce qu'il faut faire des équipes de suivi, de continuité, etc. Je ne peux pas rentrer, sinon on fait une formation complète, hein, de fonctionnement de l'établissement. Mais je voudrais dire une chose dans les techniques de sanction, hein. Tant entendu que j'ai parlé du récit, hein, de faire rentrer la punition dans un récit, etc. Et je ne suis pas dans le brutalisme de ceux qui espèrent un Big Bang de l'autorité, comme certains groupes politiques le disent. La politique des coups de menton, hein. Ça vient là, on y va. Pas bon ça. Alors, si vous voulez une technique toute simple hein, au niveau d'un établissement, et je suis d'accord avec Darmanin. Darmanin, je ne le porte pas dans mon cœur, mais il a le même raisonnement sur le plan de la justice que moi j'ai par rapport aux établissements scolaires, sur un point. Il faut qu'il y ait des petites sanctions, d'accord? Des heures de colle. Parce que bavardage, retard, si vous laissez du champ à ces dimensions-là, il y a un effet d'entraînement du désordre. Un système en désordre, c'est un système anthropique qui ne cherche qu'à augmenter son désordre. Donc pour le contenir, il faut qu'il y ait des étayages, hein. C'est des phénomènes finalement quasiment d'équilibre thermodynamique. L'entropie, c'est un des principes de la thermodynamique, et c'est de cet ordre-là. Et la petite sanction, si vous voulez, c'est un cran d'arrêt. Mais pour que ça fonctionne, ça, il faut qu'il y ait véritablement une vie scolaire qui adhère, ça. Et le mercredi après-midi, il faut qu'il y ait du monde qui soit du monde solide pour que la sanction se fasse effectivement. Et que si la sanction elle n'est pas faite, il y a un suivi derrière de telle manière à ce qu'on double la sanction. Sauf si elle est véritablement justifiée. Vous comprenez? Et ça, à partir déjà que vous avez ce premier rempart qui tient là, au niveau des sanctions, ça canalise. D'abord, les enseignants savent que c'est robuste, que s'ils mettent le col, ça produira un effet. C'est une punition effective. C'est une réparation pour l'enseignant qui a vécu quelque chose, qui a le sentiment que on a fait quelque chose pour lui. Il a été réparé dans son activité. Et puis évidemment, ça a un effet d'apprentissage de la limite pour quelqu'un qui ne l'a pas compris par lui-même. C'est ça le but de la punition. On va complexifier après le sens de la punition. C'est quelque chose de sacrément alambiqué, ce que c'est que la punition. Bon, et ensuite, évidemment, derrière, si vous voulez, la retenue, c'est une petite sanction. Il y a une gradation d'autres sanctions. Je ne vais pas ici présenter la panoplie. Vous en avez qui sont de la responsabilité des enseignants, et puis vous en avez qui sont directement de la responsabilité du chef d'établissement. Alors les gens, là, qui ne connaissent pas le système éducatif, pensent que on est complètement dans un système qui n'applique pas les sanctions. Oui, il n'y en a pas, hein. Ça n'est pas vrai. Ce sont des idées reçues qui sont dans la tête des gens
qui ne correspondent absolument pas aux réalités. Faut arrêter là. Bon. Il y a quelques chiffres, hein. Si vous voulez, sur une année scolaire à peu près, tenez-vous bien, il y a à peu près entre 5 000 et 6 000 exclusions définitives d'établissements scolaires au niveau national. D'accord. Et j'ai plus le chiffre en tête des exclusions provisoires, mais on est euh, à presque 50 000. Donc c'est pour vous dire que les conseils de discipline, ils se réunissent et que les sanctions, ils sont appliquées. D'ailleurs, dans le domaine de la justice, pareil, hein, ceux qui rêvent d'un bagne pour les enfants, pour les extraire des sauvageons des quartiers, il y a actuellement 700 mineurs qui sont enfermés dans des structures liées à des exactions et à des crimes, etc. Donc il y a une application de la sanction. Hein, parce que si on entend certaines chaînes de télévision, tout le monde a tout lâché. Non, non. Ce que je vous donne, ce sont des chiffres effectifs de ce qui se passe au niveau des réponses. Alors bon, application des sanctions, ritualisation des comportements en équipe, donc ça implique évidemment qu'il y a une culture d'établissement qui s'est mise en place, qui est consciente de la nécessité de passer par ces gestes-là, et qui, de fait, puisque ça, ils participent et ils sont impliqués dans ce fonctionnement-là, en tirent aussi les bénéfices, y compris dans leur propre classe. Et tout ça, il faut que ce soit cohérent, qu'il y ait entre les différents chaînons du système des articulations qui soient fluides. Vous savez, dans certains moments aussi, je veux dire quelque chose. euh, Alors, juste Patrick, juste parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, il ne reste pas beaucoup de temps. C'est pour ça parce que que, j'aurais une partie importante à exprimer encore, hein. très bien. Un, L'application de sanctions, comme je viens de l'indiquer, accompagnée d'un certain récit, et qui permet de comprendre que la sanction s'inscrit finalement dans un récit collectif. Et c'est à partir de ce moment-là, d'ailleurs, que la sanction ne devient pas brutale et extérieure à celui qui l'a subie, mais qu'à un moment donné, elle rentre dans une dimension de reconnaissance. Et une sanction qui fait sens par rapport, si vous voulez, à un collectif, c'est une sanction dont on a compris le sens. Mais là, c'est là que ça se complique, la punition. Et là, je vais rentrer un petit peu, on va dire, dans une dimension philosophique de ce que c'est que la punition, qui est un propos, si vous voulez, euh, pas répandu, que je vais essayer de soutenir et de vous expliquer. J'ai signalé à un moment que quand on subissait une sanction, du fait qu'on était d'une singularité et que c'était un langage collectif, l'étranger de Camus, il y avait toujours comme une sorte d'écart qui était vécu dans la manière dont on prononce la sanction et la façon dont elle est reçue. Ça signifie qu'en fait, il y a quelque chose de la sanction qui ne peut pas être reconnu tout de suite. Les sanctions, alors on va le dire de très simple, quelquefois on va se retrouver à l'âge adulte et on va se dire, ah ben, ils m'ont sanctionné, ils avaient bien raison, tiens, à ce moment-là, de me sanctionner. Parce que là, on a acquis la maturité qui permet de comprendre après coup le sens de la sanction. D'accord. Et donc, il y a dans la sanction, comme ça, par rapport à sa reconnaissance, un effet de temporalité et de reconnaissance différée. Mais si dans le parcours de quelqu'un, les limites n'ont pas été posées par des punitions dans sa construction, eh bien, les repères n'auront pas été mis en place dans son histoire personnelle. D'accord. Donc, j'aurais envie de dire qu'il y a une discontinuité temporelle de la compréhension de la punition par le sujet. Formule un peu chargée. Discontinuité temporelle de la reconnaissance de la sanction dans l'histoire du sujet. oui, c'est ce qu'on dit quand on dit d'un enfant, il comprendra plus tard. C'est ça. Dans le langage familier, ça donne ça. Alors maintenant, je vais poser un problème qui complique un peu les choses.
Parce que jusque-là, j'aurais envie de dire, on se retrouve dans mon explication dans des punitions qui finalement, sur le moment où en différé, elles fonctionnent. Elles ont fait récit et elles ont été assimilées. Il y a deux cas de figure. D'abord, il y a des sanctions qui ne sont pas assimilées, qui sont vécues comme des violences symboliques. Pour le moment, je les mets à part, et qui donc sont vécues comme des injustices. Et une sanction qui est vécue comme une injustice, ça ressort en ressentiment agressif. L'injustice, de toute façon, ressort en un combat d'une manière ou d'une autre plus tard. Les expériences d'injustice, hein, c'est pour ça que les pauvres vivent l'injustice, les sans-parts vivent l'injustice, il ne faut pas s'étonner qu'ensuite, il y ait des phénomènes pré-révolutionnaires et de contestation. Je veux dire, c'est structurel au sentiment d'injustice. Il y a quelque chose qui se passe, je vais être polémique là, hein, par une discrétion. Ça va, c'est bien, que j'aime bien faire le poil à gratter, hein, moi, hein. Mais il y a quelque chose qui a été vécu, qui a été subi de l'Occident, dans toute une partie du monde, où les gens, dans leur généalogie, pensent qu'ils ont vécu un certain nombre d'injustices, ici et là dans la planète, suivez mon regard, et il y a des répliques. Et l'Occident, sur cette question-là, aujourd'hui, il est sur la sellette par rapport à un passé. Et ça, c'est pas le fait aujourd'hui de l'Occident, qui pourrait jouer le violon de sa fierté. Ce sont les autres qui ont le droit de se prononcer, d'exprimer, qui ont été victimes d'un certain nombre de tranches de l'histoire. Le pardon, l'histoire du pardon, c'est une histoire qui demande énormément de temps. C'était une parenthèse comme ça, qui me fait du bien de le dire. Mais vous avez donc des sanctions qui ne rentrent pas dans un récit collectif, qui sont toujours vécues comme des sanctions étrangères au sujet. J'ai un souvenir, je vais vous raconter par rapport à ça. Je me souviens d'un jeune, 14 ans, hein, impressionné. C'est ça qu'on appelle un délinquant, ce que je vais présenter. Il avait été frappé en flagrant délit, à voler le sac d'une petite vieille. Et donc, il a eu un passage dans mon bureau, et j'ai quand même, je crois, un savoir-faire pour arriver à rentrer dans le dialogue, à me déplacer, à comprendre l'autre personne, à tirer les fils pour avoir de l'explication. Et là, je suis tombé sur un jeune qui était comme une cloison de verre. Plus rien d'une explication d'un adulte ne passait. C'était psychologiquement assez impressionnant. C'était pas psychotique, hein, pour les psys là qui sont en train de m'écouter. Il n'avait pas un process schizo là, hein. C'était pas du tout ça, hein. La façon dont ce jeune était construit, c'est que il avait tellement vécu des situations hors normes, et y compris des exactions, vis-à-vis desquelles il avait subi un certain nombre de discours de correction par rapport à ces situations, qu'il avait développé par rapport au récit collectif un blindage. Il était blindé. Et donc, par conséquent, il ne pouvait qu'avoir à lui développer une loi qui était la loi non pas de la loi collective républicaine, mais une loi de son lieu. Qui pouvait être un lieu de bandits. Donc, il faut comprendre que quand on est dans un process de délinquance, on est susceptible de littéralement vivre, construire des clivages entre les valeurs ou la loi, la règle de tous et sa propre loi. C'est quelque chose que l'on voit dans le film de Fritz Lang, Aime le maudit. Magnifique, le film de Fritz Lang. Euh,
Il y a un tueur d'enfants, là, hein, qui aime le maudit. On essaie de le repérer en mettant la trace de haine sur son par-dessus, dans son manteau. Et à un moment, il y a une assemblée qui est une assemblée du milieu des bandits. Et là, on se rend compte qu'en fait, ils ont développé dans leur milieu des règles d'honneur, de fonctionnement, qui sont les règles qui leur sont propres et qui font, d'une certaine manière, complètement contre-pouvoir par rapport aux règles de la civilité, on va dire, normale. Et ce phénomène de clivage, comme ça, vous pouvez littéralement le voir se construire chez un individu comme par une sorte de cloison en verre qui le traverse. Et ça, je l'ai vu dans, dans mon expérience en contact de jeunes de ce type-là. Donc ça veut dire là que vous avez des êtres qui sont susceptibles de ne plus rentrer dans le récit collectif. Alors je ne dis pas que dans leur parcours, si vous voulez, il y a des choses qui sont susceptibles de se réouvrir, mais il peut y avoir des tranches de vie qu'ils passent où effectivement on a l'impression qu'on ne peut plus rien faire. Alors les humanistes anti-autoritaires qui, euh, qui supposent qu'on va résoudre les choses avec des bons sentiments, il faudra qu'ils m'expliquent dans les rapports au réel comment dans des situations comme ça, ils font quand le lendemain, il va voler de nouveau le sac de la grand-mère. Bah, les anti-autoritaires, je pense qu'ils supposent à chaque fois un profil d'un enfant normal, construit normalement, etc. J'aime bien, pour ma part, partir de l'empirisme et, si vous voulez, faire ensuite l'analyse des causes. Et pas projeter, si vous voulez, un certain nombre d'idéaux que j'aurai sur les réalités. C'est qu'il y a toute une manière de penser en philosophie, pour ceux que ça intéresse, ce qu'on appelle l'empirisme transcendantal. Je ferme la parenthèse. Donc, il y a des gens, effectivement, restent des étrangers. Ensuite, nous sommes dans une époque où, compte tenu que le récit collectif s'est fragmenté, que la culture collective est dans une certaine mesure, à certains endroits, en lambeaux, eh bien, ça participe d'autant que la punition ne soit pas entendue et reconnue comme telle. Parce qu'on considère qu'on n'y appartient plus, pour une raison ou pour une autre. On est en dehors. Vraiment, hein, ce sont des figures, ça, subjectives, qui sont susceptibles de se développer. Et il y a vraiment un phénomène de société qui est en train de se développer, qui crée cette condition-là. D'où les formules des grands matadors à coups de menton qui expliquent que pour régler le problème, on va passer le percha. Et comme ils sont tellement ensauvagés qu'on ne peut plus rien faire, il n'y a plus que le Karcher pour régler le problème. On l'a entendu, hein, c'est des choses qu'on entend. Alors, on va dire que là, maintenant, je vais raisonner par rapport à cette éventualité des gens qui sont défaits du récit collectif, et il y en a de plus en plus, comment l'école peut être thérapeutique et réparatrice de ce phénomène-là. Et je terminerai sur ce dernier chapitre. Et je vais l'expliquer à partir d'un concept qui me vient d'une philosophie de la communauté, pour être très précis, de Jean-Luc Nancy et d'un livre qui s'appelle La communauté des œuvrés. Blanchot a travaillé là-dessus, etc. Agamben, tas de gens ont travaillé sur cette question de la communauté en philosophie, mais bon, on va rester à Jean-Luc Nancy, qui est le concept de comparaître. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans une communauté, dans la formation de la communauté, il n'y a pas une sorte de principe avant la communauté elle-même. La communauté est en train de se faire. Surtout quand on a perdu Dieu. Parce que quand on situait la communauté par rapport à un Dieu tout-puissant qui, d'une certaine manière,
faisait le pilier de sa définition, il y avait une transcendance. Et quand on est dans des sociétés qui sont sans transcendance, qui n'ont pas de principe unifiant à l'arrière-plan, c'est la société elle-même en train de se faire qui est susceptible de définir ses propres règles en même temps qu'elle chemine. Et la dimension du comparaître, c'est ça précisément. C'est-à-dire qu'en fait, dans le commun, je comparais devant l'autre, et l'autre comparait devant moi. Et je ne suis pas moi-même sans être finalement dans la comparution. Alors, vous allez me dire, mais quel rapport avec l'école? Eh bien, ça nous ramène à ce que j'ai dit à un moment tout à l'heure dans mon propos, c'est que d'une certaine façon, on est toujours dans une expérience de l'altérité, de la différence, qui fait que la différence me revient difficilement dans ma comparution devant l'autre, et que pour apprendre le rapport, la relation, ce qu'il y a dans l'intervalle, pour apprendre la bonne distance, il va falloir d'une certaine façon que j'habite dans l'expérience ce passage qu'il peut y avoir dans la comparution entre l'un et l'autre. Alors, soyons un peu descriptifs et concrets au niveau de l'école. Un jour, je fais le malin, je suis le caïd anti-intellectuel de la classe, et donc je fais subir un peu ma loi aux autres. Ils comparaissent devant moi. Sauf que le lendemain, je passe au tableau où je me retrouve dans une situation qui me rend faible. Je suis le faible de la pression du collectif, de la position dominante, je passe à la position de dominant. Et la comparition, finalement, c'est toutes ces petites micro-expériences réversibles qui fait qu'il y a une sorte de limite de ce qui peut être fait et de ce qui ne peut être pas fait par l'autre, vis-à-vis de l'autre, qui se met en place. L'éthique, c'est l'apprentissage de la limite. Je vais au bout du terrain, et au bout du terrain, il y a un précipice. Et je sais qu'il va falloir que je m'arrête à la limite du terrain. L'éthique, c'est ça. C'est la capacité à savoir où est la limite, à ressentir la limite. L'interdit, c'est un sentiment. C'est le sentiment de la limite qui a été apprise par des micro-expériences de la comparution. Alors revenons-en à la punition maintenant. S'il n'y a pas de communauté de la comparution, la punition qui tombe même, qui est susceptible d'être reconnue en différé, elle sera toujours vécue comme étant un langage étranger. Ce n'est que parce qu'il y a eu l'expérience de la comparution qui me fait habiter le sentiment de la limite que la punition, quelque part, peut s'y accrocher. Sinon, la punition s'accroche sur une vacuité et un vide. Ça signifie que dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, des fragmentations, de la crise de l'autorité, que j'ai expliqué dans des situations antérieures, dans des émissions antérieures, pour refaire de la comparution, si vous êtes à 45 élèves dans la classe, impossible. Parce que plus il y a de nombre de problèmes, plus vous devez écraser les multiplicités par votre autorité. Donc, pour donner du mou à la comparution, il faut simplifier la situation. Et c'est la raison pour laquelle, dans l'école aujourd'hui, vu ce que sont devenus les enfants, avec la crise d'autorité, avec les phénomènes d'égocentrisme qui sont en train de se développer, à travers le phénomène des enfants qui deviennent chacun des singularités, et que j'appelle des singularités désassorties, pour réapprendre la communauté, ni plus ni moins que la République, à l'horizon. Il faut qu'il y ait la comparution des micro-expériences de la différence que je peux vivre des uns par rapport aux autres, dans le travail, en classe, etc. Et pour ça, il faut des petits effectifs, des petites classes. Et j'aurais envie de dire que vu le monde dans lequel on est, de crise,
eh bien, ça devient une condition nécessaire pour recréer la possibilité d'apprendre la limite, y compris avec la punition. Telle sera ma conclusion. Très bien. Eh ben, écoutez, c'était parfait. Je pense que d'ailleurs le mélange de concepts et de cas descriptifs, je pense que ça apporte de la clarté au propos. Très bien, eh bien, Parce que tant le mieux. concept tout seul, c'est vrai que ça fait prof de philo Oui, qui oui. fait son cours sur Ça, Heidegger c'est le problème. et qui se l'est fait à lui-même le C'est le cours. problème. Si je vous parle de la possibilité, de l'impossibilité, de l'existence pure et simple, je pense que je vais vous perdre un petit peu, hein. Ouais, Bon. exactement. Vous allez me Allez, perdre moi Omar, et puis les spectateurs. euh, on est hors,